Bien, mesdames, messieurs, c'est un réel plaisir de vous accueillir ce soir. Je suis membre du bureau de la Société des antiquaires de Picardie, et qui a mis en place depuis plusieurs années un partenariat avec l'agence picarde, l'agence pour la langue picarde. Et donc je vous accueille à ce titre, Véronique Villain, présidente, étant empêchée aujourd'hui. Donc je vous salue, je salue tout d'abord notre conférencière, Violette, Madame... Je peux dire Anne tout court. Oui. On ne va pas cacher, mais on est dans la même... Plusieurs associations. Donc présidente de l'agence... Excusez-moi, j'ai des difficultés d'élocution. Et donc présidente de l'agence régionale pour le Picard. Nous avons mis en place un partenariat qui a permis cette année de proposer aux membres de la Société des antiquaires, également à un public plus élargi, et également aux amis de la langue picarde, un certain nombre de conférences. Donc c'est la 11e, nous terminons le cycle de ces conférences, et nous le terminons d'une manière tout à fait extraordinaire, puisque c'est une conférence qui va permettre d'aborder une partie de l'œuvre de Pierre Garnier. Et Pierre Garnier, quand on parle de Pierre Garnier, on parle également d'Ilse Garnier, on évoque la bibliothèque de Camon, à laquelle ils ont donné leur nom. Donc c'est la dernière conférence de cette année, et les conférences reprendront donc au mois de septembre prochain. Dans l'intervalle, il y aura la sortie annuelle de la Société des antiquaires de Picardie, pour laquelle vous avez reçu une documentation, et cette sortie aura pour thème l'art déco dans les églises de la première reconstruction dans les environs de Rouen. Et elle sera commentée par Aurélien André. Donc vous avez dû recevoir une information, sinon vous avez la possibilité de vous reporter au site, vous porter sur le site de la Société des antiquaires. La Société des antiquaires va également présenter au mois d'octobre, les 10 et 11 octobre prochains, un colloque sur l'art déco. Et également elle participera avec l'Académie d'Amiens à un colloque un petit peu plus tard, je crois que c'est en 2026, le 26 novembre, donc c'est très proche du précédent, mais un colloque sur René Goblet, qui effectivement a eu des engagements professionnels, puis comme avocat et comme bâtonnier, comme procureur général, et des engagements au sein des édiles de la ville d'Amiens, mais évidemment sur le plan national, ses engagements dans les différents gouvernements, et où il a fait avancer un certain nombre de sujets. Donc, je vous remercie d'être venus aussi nombreux à cette conférence. Je remercie Violette, et je vous souhaite de passer un très bon après-midi, et je donne la parole à Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs, chère Violette, chers amis de la langue picarde, chers partenaires, nous avons le plaisir et l'honneur de vous accueillir aujourd'hui au Théâtre d'animation Picard chez Cabotan d'Amiens pour une rencontre avec Pierre Garnier, le grand poète. Depuis l'an 2000, l'agence organise chaque année des conférences, des discussions et des moments d'échange confiés à des spécialistes, des témoins ou des acteurs de la vie picardisante. Cette conférence en est une belle illustration, et nous sommes particulièrement heureux de pouvoir vous proposer aujourd'hui cette intervention de Madame Violette Garnier, que nous remercions très sincèrement pour sa présence et pour avoir accepté de nous parler de son père dans une conférence intitulée « Pierre Garnier, poète d'une rive à l'autre de la Saône ».
Nous souhaitons également remercier très chaleureusement M. Christophe Auvet, président du théâtre chez Cabotan, ainsi que Mme Charlène Pruvot, sa directrice, pour leur accueil et leur engagement dans la promotion de notre langue et de notre culture picarde. C'est dans ce lieu chargé de sens et d'histoire populaire que cette conférence prend toute sa dimension. Cette rencontre s'inscrit également dans le cadre d'un partenariat fructueux et durable avec la Société des antiquaires de Picardie, que nous remercions tout particulièrement pour son engagement aux côtés de l'Agence régionale de la langue picarde. Grâce à ce soutien, nous sommes en mesure de faire dialoguer la mémoire savante et la création populaire dans une démarche commune de transmission et de valorisation. Si nous sommes réunis ici aujourd'hui, c'est aussi parce que Pierre Garnier, aux côtés de René Debrie, a contribué de manière décisive à faire entrer le picard dans la modernité. Certes, la Picardie n'est pas présente que dans son œuvre en picard, mais ses poèmes spatialistes picards, dans les années 1960, ont marqué une véritable rupture, un tournant historique. On peut affirmer que c'est grâce à Pierre Garnier que le picard est aujourd'hui reconnu, du moins en droit, comme une langue à part entière. Mais dans les faits, il reste encore un travail considérable à accomplir pour que le picard bénéficie du même traitement que les autres langues régionales, le breton, le corse et le basque, notamment dans l'éducation nationale à l'université ou dans la vie publique en général. Si un jour le picard parvient à ne plus être réduit à une fonction comique, mais à être reconnu comme une langue de communication, de création et de réflexion, alors nous le devons en grande partie à l'œuvre et à la pensée de Pierre Garnier. Celui-ci, rappelons-le, s'est nourri d'autres inspirations. Géo Librecht, bien sûr, en Belgique, ou encore Ondra Lizoworski, poète tchèque, qui a donné une dignité littéraire à la langue, l'art, tout en écrivant aussi en allemand et en d'autres langues. Pierre Garnier s'inscrit aussi dans cette lignée de poètes pour qui l'acte d'écrire dans une langue minorée est un geste de résistance culturelle et d'invention. Nous vous remercions chaleureusement pour votre présence aujourd'hui. Renouvelons notre gratitude à Madame Violette Garnier pour le temps précieux qu'elle nous accorde, ainsi que pour la lumière qu'elle apportera sur un pan essentiel de notre mémoire linguistique et poétique. Enfin, nous sommes heureux de vous annoncer que ce partenariat avec la Société des antiquaires de Picardie et le théâtre chez Cabotan se poursuivra en 2026 avec 2 nouvelles conférences consacrées au Cambrésis. Le 26 mars 2026, M. Gérard Leduc présentera la genèse d'une enquête linguistique, le cas du parler picard cambrésien de Saint-Hilaire-les-Cambrais. Puis le 30 mai 2026, Mme Clotilde Herbert, fille d'un grand spécialiste, auteur picard du Cambrésis, accompagnée de M. Jean-Pierre Darras, collaborateur de l'agence sur le circuit des écrivains de langue picarde, interviendra sur le thème « Henri Carion, Picard contre-pouvoir ». Carion, future figure littéraire forte du début du XIXe siècle, auteur engagé et polémiste redoutable. Merci à toutes et à tous pour votre présence et belle conférence à vous. Merci Xavier, merci Anne. Je me permets de dire Xavier comme vous dites Violette, je le dis simplement parce que l'épouse de Xavier a travaillé très longtemps avec ma mère au centre de documentation de la cité scolaire. Donc il y a de vrais liens là qui ont été établis à ce moment-là. Et puis merci à vous tous d'être venus. Je pensais que pour un pont de l'Ascension, il y aurait 3 personnes. Donc, déjà vous 2, plus moi, ça faisait 3. Donc merci beaucoup d'être venus. Voilà, tout d'abord quelques précisions. Je ne suis pas une spécialiste de la langue picarde. On ne parlait picard ni à la maison, ni chez mon grand-père, en dehors de quelques mots. Il était veuf, son épouse, qui elle s'exprimait de temps à autre en picard, était décédée en 1954 et je l'ai à peine connue. Elle n'a donc pu me transmettre, ne serait-ce que des rudiments. J'ai bien davantage entendu parler le palatin, le dialecte du Palatinat, la région natale de ma mère, encore d'usage courant dans ma jeunesse. Je me suis mise au travail en me demandant ce que j'allais bien pouvoir apporter de nouveau. La relation de mon père avec le Picard et la Picardie a déjà été fort bien analysée et commentée, en particulier lors des colloques consacrés à son œuvre. La vue d'un poème spatial inédit, représentant la Somme bordée d'une rive picarde et d'une rive française, répondit à mon interrogation.
il me fallait passer d'une rive à l'autre, du picard au français et du français au picard, mais aussi de la poésie classique, mon père dira plus tard linéaire, à la poésie expérimentale et vice-versa. Et accessoirement, préciser quelques éléments biographiques, remettre paroles et œuvres dans leur contexte et donner quelques pistes de lecture de la poésie spatiale. Mon père a passé son enfance et son adolescence dans le quartier Saint-Roch, cela est bien connu. Je salue une personne du quartier Saint-Roch qui est présente ici. C'était alors un quartier habité par des ouvriers, artisans et employés. Son père, André, né dans ce quartier qu'il ne quittera jamais, était le dernier d'une famille de 6 enfants, d'un père originaire de Cambronne-les-Clermont, artisan cordonnier qui, écrit mon père, souriait aux souliers qu'il tenait sur son pied de fer, et d'une mère native d'Aumale. C'est d'elle, disait mon père avec humour, qu'il tenait son goût du beurre et de la crème. André obtint le certificat d'études puis devint employé de bureau. Entre 1921 et 1923, durant son service militaire, il fut envoyé par 2 fois dans la Roure. Son carnet militaire stipule « Occupation des pays rhénans ». Il n'en garda pas un bon souvenir, mais il en ramena, et je laisse parler mon père. Mon premier souvenir d'Allemagne. Nous sommes en hiver, dans la salle à manger. Dans le jardin, il neige doucement. Mon père ouvre un tiroir et me montre, j'ai 3 ou 4 ans, un long dépliant avec des photos en couleur. C'est un leporello qu'il tient au-dessus de sa tête avec ses 2 mains et qu'il laisse retomber jusqu'à terre. Une suite de cartes postales en couleur du Rhin ramenées de son temps d'occupation en Allemagne, le Rhin du Saint-Gotthard à la mer du Nord. Il faut qu'il me raconte ces photos. Je suis intéressée, comme fascinée par ce grand fleuve devant moi dans la salle. Et ici, c'est la Loreley, dit-il. Et il me montre le rocher qui se trouve à peu près au niveau de son cœur. Ce que je vous raconte vous semble probablement anecdotique et loin de mon sujet. Mais mon père fut si séduit par ce dépliant, ce leporello, que non seulement le Rhin resta chez lui un fleuve mythique, mais qu'il utilisa par 2 fois le leporello dans sa création poétique. Une première fois en 1980, pour Congo, poème pygmée. Alors je vous ai ramené, c'est très rare de voir Congo, je vous l'ai déplié en partie là derrière, vous pourrez le regarder. Certains peut-être d'entre vous ne connaissent pas le terme de leporello, on emploie souvent le terme d'accordéon en français, mais ils ont toujours utilisé le terme de leporello qui vient de l'opéra de Mozart, la scène où leporello est en train de citer les 1000 lettrés amantes de Don Juan, de Don Giovanni. Donc ils utilisaient très facilement, ils n'utilisaient pratiquement que ce terme de leporello. C'est pour ça que je l'emploie. Donc Congo, poème pygmée, un poème de 8 mètres de long, un de ses livres essentiels de poésie spatiale, et il utilise le leporello une 2e fois en 2007 pour un manuscrit qu'il confia à Philippe Leleu, La Somme. Leporello et fleuve allaient pour lui de concert. Il reste dans les archives un premier manuscrit. Sur la couverture, il est écrit « Il faudrait faire d'Elson un leporello, un long ruban. La poésie est le cours d'un fleuve. » Ce long poème spatial devait être un poème bilingue, en français et en picard, d'une rive à l'autre de la Somme. Philippe ne l'a jamais édité. Il n'a pas trouvé comment faire pour éditer en fait un leporello, d'après ce qu'il m'a dit. Le poème va être édité prochainement, mais il ne sera malheureusement pas sous la forme d'un leporello qui aurait dû être et qui était la volonté de mon père. La mère de mon père, Georgette, était une enfant du lumpenprolétariat. Son père, un jeune paysan sans terre devenu ouvrier boulanger, était venu des environs de Lucheux en ville. Il s'était mis à boire, s'était retrouvé marchand de frites ambulant dans le quartier Saint-Leu. Il mourut vers 1919-1920. Il avait épousé une pauvre ouvrière, Léontine Pochet, faible du cerveau comme on disait, et qui termina sa vie à l'hôpital psychiatrique à Dury, pour le dire rapidement. Lorsque mon père naquit, elle habitait place Vogel. Je ne peux m'empêcher de commencer par vous lire ce très beau texte de mon père sur sa mère qui ouvre pratiquement Édouard David, poète picard, écrit en 1968-1969.
Pour moi, Saint-Leu et Saint-Germain, ce furent une enfant pâle aux longs cheveux blonds, une enfant, ma mère, allant de misérable logis en misérable logis, avec le licage et le poêle et la table juchés sur une charrette, une enfant, ma mère, qui, me racontant plus tard la misère qui régnait dans ce quartier, m'y fit vivre avec les plus pauvres. Lisant Édouard David, c'est ma mère que je revois. De vieilles photos, des petites filles maigres en robe de coutil, les Lazars, les Nasus aux yeux vastes, égayés parfois par les fêtes épisodiques, feux de Saint-Jean, Saint-Germain-Coucou, les soleils, les cabotants, le dialecte, les bicoques dans les rues sales, les canaux vaseux, les pavés, aussi l'église Saint-Leu et la haute cathédrale. Édouard David, ses œuvres, c'est d'abord ma mère, morte maintenant, qui me justifie d'en parler. Georgette, la mère de mon père, avait été une bonne élève. Mon père a toujours dit que c'est grâce au pasteur qu'elle avait pu sortir de son milieu de misère. Il l'aida à entrer au comptoir national d'escompte de Paris où elle rencontra André, qui y était employé. Le couple s'installa à 17 rue Blain-de-Bourdon. Georgette lisait beaucoup. À la suite de la conférence faite par Daniel Compère à l'Académie des sciences, lettres et arts d'Amiens sur la littérature populaire, j'ai ouvert un cahier sur la couverture duquel elle avait écrit « Albert Samin, ses poèmes » et en page intérieure, 1924. Je connaissais l'existence de ce cahier, mais je n'avais fait qu'y jeter un coup d'œil. Je trouvais à l'intérieur toute une série de feuilles volantes qui se révélèrent être des fiches de lecture écrites par Georgette des romans qu'elle avait lus en ces années. Quelques romans populaires, mais aussi du Victor Hugo, du Zola, du Dorgelès, des prix Goncourt, des prix Femina. Certaines fiches étaient fort élaborées, d'autres très succinctes lorsque le roman lui avait semblé, ce sont ces termes, creux. L'enfant de Saint-Leu était devenue une jeune femme réfléchie, à l'esprit critique développé. Exemple même de l'importance qu'eut non seulement l'école, mais aussi la lecture répandue dans tous les milieux sociaux. En poésie, outre les poèmes de sa main, elle lut Anna de Noailles, Verlaine, plus tard Baudelaire, et évidemment Édouard David. Il y eut probablement bien d'autres lectures. Alors je vous dis cela parce qu'on situe toujours la mère de mon père uniquement par rapport à Édouard David. On ne se rend pas compte qu'elle fut un maillon tout à fait essentiel pour lui dans son amour à lui de la lecture et dans son amour de la littérature. Et c'est vraiment de la mère aussi qu'il y a toute cette filiation qui l'amène peu à peu à la poésie. Je reviens au Picard. Mon père l'entend d'abord de sa mère qui lui lit les poèmes d'Édouard David, mais aussi des extraits de la naissance de l'enfant Jésus. Peut-être est-ce de là que lui vient sa passion pour le Krippenspiel et la nativité. Le Picard, il l'entend aussi lorsqu'il se rend dans la famille maternelle à Bout-des-Prés, près de Lucheux, pendant les vacances. Les spectacles de marionnettes animés par Maurice Daumont, un ami de la famille, sont une autre source. Peut-être aussi l'école, sans doute l'école, mais du fait d'un accident à l'âge de 6 ans qui nécessita une opération du genou ne lui permettant plus de jouer et de courir avec les autres, mon père fut un enfant solitaire, lisant beaucoup, même dans la cour de récréation. D'une rive à l'autre. Voici un poème spatial extrait du manuscrit pour Philippe Leloup. C'est un brouillon. Alors j'insiste, c'est un brouillon. Mon père très souvent faisait des dizaines de brouillons avant de faire un choix extrêmement restreint des poèmes qui resteraient. Ce poème, il ne l'a pas gardé, mais voilà, il est intéressant. On peut lire sur l'une des rives de la Somme, Elle lingue Picarde avec Maurice Daumont. Et sur l'autre, Manon, débarquant à Amiens, à l'auberge des Deux Pigeons. Manon, c'est évidemment celle de Massenet, inspirée du roman de l'abbé Prévost, que si je me souviens bien de ce que me racontait mon grand-père, lui et sa femme, passionnés de chant lyrique, avaient vu au théâtre d'Amiens. Je rappelle que l'œuvre débute dans la cour d'une grande auberge d'Amiens, faisant aussi office de relais de poste. Auberge des Deux Pigeons, les Deux Pigeons sont bien sûr une invention de mon père. Mais peut-être ce qui est important dedans, et on le reverra à la fin, c'est qu'il ne faut pas oublier que Manon est un esprit libre.
ce qui ne pouvait que convenir à mon père. Le choix de Manon n'est pas innocent. Je passe les années de guerre. En 1946, après son baccalauréat, mon père entre en Hippocagne au lycée Condorcet à Paris. À Noël, il participe à l'université de Fribourg à la première rencontre d'étudiants franco-allemands, on est donc Noël 46, organisée dans sa zone d'occupation par le gouvernement militaire français. 25 étudiants français, 25 étudiants allemands. Puis de nouveau à Pâques. Il décide alors de rester en Allemagne, s'inscrit à l'université de Mayence et restera en Allemagne jusqu'à l'été 1950. En septembre 1949, il est nommé lecteur au lycée de Wienweiler, une petite ville du Palatinat. Bien évidemment, on y parle allemand, mais aussi palatin. Mon père se met sans hésitation au palatin, et il continuera plus tard d'utiliser ce dialecte dès qu'il se trouvera dans la région. Il dit d'ailleurs à Jean-Michel Éloy, venu l'interviewer pour le colloque d'Angers, « Dans le Palatinat, je m'étais mise à parler le dialecte, assez facilement d'ailleurs. Et si j'étais restée, je me serais autant occupée du dialecte palatin que de Picard. » L'amour pour les langues est un amour très fort. Il rentre en France l'été 50. À l'automne, à la Sorbonne, il rencontre ma mère, qui a obtenu un visa de quelques mois pour poursuivre ses études à Paris. À l'époque, pour des étudiants allemands, il fallait encore un visa pour pouvoir étudier à la Sorbonne. Il se marie en 1952 et s'installe définitivement à Amiens en 1954. Le 17 juin 1954, la mère de mon père décède subitement. Les années 50 vont être les années des premiers recueils de poèmes, mais aussi de la littérature allemande. Je cite la publication avec ma mère de l'expressionnisme allemand, premier livre paru en France sur ce mouvement. Ce sont aussi des années de grands voyages, en Europe, mais également en Égypte et en Israël. Puis vient au début des années 60 le saut vers la poésie expérimentale, le Picard est loin. À la Noël 59, un poète tchèque habitant Bratislava, Ondra Lisehorský, écrit à mon père son enthousiasme à la lecture de son livre « 3 poètes allemands de la nature », paru en 1958. Il lui envoie de ses poèmes et lui demande s'il serait possible d'en publier une traduction en France. Mon père répond intéressé. Ce sera le début d'une longue amitié. L'été 61, tous deux se rendent dans la région natale d'Ondra Lisehorský, la région d'Ostrava, à la frontière polonaise. Un territoire qui avait fait partie de la Silésie autrichienne, ce qui explique qu'Ondra Lisehorský avait pour langue maternelle l'allemand et le lac, la langue populaire slave de la région d'Ostrava. 2 langues qui seront celles de sa poésie. Je ne reviens pas aujourd'hui sur la vie difficile d'Ondra Lisehorský et ses rapports conflictuels avec les autorités tchèques qui interdirent à plusieurs reprises la publication de ses poèmes en lac. Mon père, touché par sa poésie, chaque poème est une fontaine jaillissante, écrit-il, le traduit et le fait publier. Il est évident que la relation avec Ondra Lisehorský fut un jalon essentiel dans l'intérêt que mon père porta au Picard et plus généralement aux langues régionales ou langues secondaires. Je mentionne tout de suite son intérêt pour le provençal, qu'il se mit à apprendre vers le milieu des années 60, entrant en relation avec Louis Bell, le fondateur en 1965 de l'Astrado Provincialo. Mes parents se lient d'amitié avec René Debry au plus tard en 1962. Tous 3 travaillent à la cité scolaire d'Amiens, où ils ont tout naturellement l'occasion de se rencontrer. Les archives familiales conservent un document notifiant que René Debry avait présenté avant décembre 1962 à la cité scolaire d'Amiens une exposition sur les cloches de bois. Il est vraisemblable que ma mère, très impliquée alors dans la vie culturelle de l'établissement, aida René Debry à monter cette exposition, comme elle l'aida en 1963 à monter une exposition de Cressel, ce que montre une photo conservée dans les archives. L'idée de fonder une association culturelle fait son chemin au cours du premier semestre 1966. Les lettres échangées en août 1966 entre mes parents, alors que ma mère rend visite à sa famille en Allemagne, précisent la concrétisation du projet.
Mon père lui écrit le 24 août « René Debris a déployé une activité considérable depuis un mois, prenant partout des contacts, partout en pointe, écrivant, traçant des perspectives, bref, toujours Picard enthousiaste. » Après le décès de René Debris, mon père rédigera une lettre à son intention. En réalité, un long poème qu'il date du 28 juillet 89 et dans lequel on trouve cette belle phrase. « Nous sommes allés ensemble cueillir des mots, comme on cueille des cerises. » René Debris, cueilleur de mots. J'ai entendu qu'il ramassait des mots, je préfère cueillir des mots. Il écrit aussi « René, tu es resté comme je t'ai connu, tête chercheuse et soupolée, collectionneur de mots vivants que tu rends au poème. Il y a en toi du Lafleur et du professeur, mais tant de gentillesse, de proximité, d'humanité. Quand je parlais de toi d'une façon imaginée, je disais « c'est une locomotive ». Et nous étions tous dans le train que cette locomotive tirait. Mon grand-père monta lui aussi dans ce train. Il participa dès le début à Equitra, et ce jusqu'en février 70, rédigeant les comptes rendus des réunions. Je ne vais pas m'appesantir sur Equitra, j'avais prêté à Olivier Angeler le registre des comptes rendus faits par mon grand-père. Il en fit, si je me souviens bien, une communication. Dans sa lettre à René Debris, mon père écrit à propos de la Picardie « Je connaissais peu ce pays où je suis né. Avec toi, je le découvris. » Je pense que mon père brode un peu. L'achat d'une voiture en 63 contribua pour beaucoup à permettre la découverte entre bien d'autres régions au pays de la Picardie. En 65-66, il écrit une série de poèmes qui seront publiés par Equitra en 67 sous le titre « Picardie, coupe poétique ». Je m'appuie sur l'excellent article de Pierre Rappeau paru dans le Courrier Picard en mai 67, qualifiant le recueil de captivant, le plus insolite, le plus dense et la plus pénétrante des suites poétiques qu'ait inspiré la Picardie. Pierre Rappeau poursuit. Pierre Garnier a délaissé ses expériences pour chanter une province qu'il connaît, où il est né, qu'il habite à la façon, précise-t-il, des oiseaux de passage. C'est la Picardie retrouvée, renaissante, ancienne et nouvelle, révélant les secrets de ses eaux, de ses arbres, de ses villages, de ses châteaux et de ses églises. La poésie va au cœur de la réalité, là où la réalité n'est plus qu'une infinité de fragments de vie qui éclatent. On ne saurait prêter à cette poésie une étiquette régionaliste. Le texte introductif de mon père cite un extrait du poème La libellule d'Andra Lisowski. Qui vole n'a pas de racines. Mon père poursuit. Je ne m'enracine pas. Je ne ferai donc pas de déclaration d'amour à ma province. Elle est pour moi une escale, comme pour les colverts. Cela ne signifie pas que je ne ressens pas l'emprise de certains paysages picards, et surtout des marais, mais eux aussi donnent sur le ciel, le vent, l'appel. Il n'est pas aisé d'être lyrique en Picardie. Je ne sais pas quel bras intérieur vous retient. On a dit que les Picards étaient des grammairiens et des archéologues. L'activité de nombreux amis le prouve. Les poèmes qui suivent ne manquent pas à cette tradition. Ils se veulent une grammaire des choses, une coupe à travers leur présence. Les oiseaux, une passion de mon père. On va les retrouver dans Aux yeux, un recueil que beaucoup d'entre vous connaissent, du moins en partie. La préface est datée de mai 66. Ce sont les premiers poèmes en picard, le premier recueil totalement consacré aux oiseaux, et cela au travers de poèmes spatiaux. J'ai dressé la liste des ouvrages réalisés par mon père en 66 afin de replacer Aux yeux dans son travail. Janvier-février, poème franco-japonais réalisé avec le poète Seishin Mikuni. Mars avec ma mère, l'érotisme spatialiste, textes et poèmes spatiaux qui seront publiés dans une revue en juillet 66. Avril, il écrit en 3 semaines secondes un recueil cette fois de poèmes classiques,
qui, traduit par ma mère, sera publié en Allemagne. Mais, aux yeux, Poèmes spatiaux en picard, publié en 67 par Equitra. Juin, Messe spatiale, poésie sonore. Juillet, envoi d'une lettre circulaire au réseau des poètes expérimentaux pour leur demander s'ils acceptent de participer au livre qu'ils projettent. Connaissez-vous le spatialisme? Fin juillet, participe aux 10e rencontres poétiques de Coarraze, où travaille une série d'objets linguistiques qu'il intitulera Soleil mystique, poème spatialiste. Noël, finit Phileas Lebègue, poète de Picardie, publié par Equitra en 67. Entre-temps, mon père a aussi travaillé à ce qui deviendra Picardie poétique, dont j'ai parlé précédemment. Et il travaille beaucoup et a toujours beaucoup travaillé jusqu'à son décès. Il a envoyé son dernier manuscrit à son éditeur 8 jours, une semaine avant de décéder. Si j'ai établi cette liste, et je pourrais faire de même pour d'autres années, c'est pour vous montrer la fièvre créatrice de mon père, qui passe de la poésie expérimentale à la poésie, disons, classique, et vice-versa, mais aussi de poèmes franco-japonais à des poèmes en picard, en traduction allemande ou multilingue. Je vous mets là un extrait d'un poème franco-japonais qui s'appelle Ciel-Feu, donc fait avec le poète japonais Seishi Mikuni. À l'époque, il n'y a pas de mail, il n'y a pas Internet, donc tout se passe par courrier avec la lenteur du courrier. Le temps que le courrier arrive au Japon, on revient du Japon, on repart au Japon, on revient au Japon, jusqu'au moment où les deux auteurs sont d'accord sur le poème qui va être là. La partie française, donc la partie de mon père du poème, je vous en explique la technique parce qu'il n'y a pas très longtemps, on m'a demandé la technique utilisée. Mon père, sur une première feuille, en fait, coupait à l'aide d'une lame de rasoir, coupait des fentes, faisait des fentes, mettait cette feuille sur une feuille blanche derrière, mettait ces deux feuilles sur la machine à écrire et commençait à partir de là. Là, c'est des poèmes qui sont faits avec le mot ciel, il y a d'autres poèmes avec A ou avec amour, etc. Et donc commencer à taper et rester sur la deuxième feuille uniquement ce qui pouvait apparaître à travers les fentes. Il laissait faire la machine aussi, qui de temps en temps écartait les fentes ou les rallongeait, etc. Et à partir de là, c'est la même chose. Il en faisait plusieurs essais, il en choisissait un essai. Donc ça, c'est la façon de faire. Et le poète japonais, ensuite, a mis ces signes japonais. Donc là, vous voyez sur le côté. Et par certains côtés, à la fois, il restabilise le poème, parce que le poème de mon père, avec tous les blancs, avec les lettres arrachées, etc., est un poème qui souvent, ces poèmes-là ne sont pas très stabilisés, c'est ce qu'il voulait. Le poète japonais a tendance à la fois à stabiliser et à la fois à déporter le poème complètement d'un côté de la feuille. Je vous en montre un autre, qui est cette fois-ci extrait d'un poème érotique. Et c'est un poème justement multilingue, où mon père utilise aussi bien le français, l'allemand, je crois l'anglais aussi, dans ce poème. Donc, c'est simplement pour vous montrer que les poèmes en picard et en langue picarde s'inscrivent dans toute une série d'œuvres où il utilise les langues. Et il n'y a pas que le picard qui l'intéresse, il y a la langue elle-même, il y a le son d'un mot, il y a la forme d'un mot, il y a ce qu'on peut faire à partir d'un mot, et c'est quelque chose de fondamental. Je voulais aujourd'hui arriver à remettre franchement l'œuvre en picard à l'intérieur de l'ensemble de l'œuvre, et non pas l'isoler, parce qu'elle n'est absolument pas isolée. Mon père ne fut pas le seul poète expérimental à utiliser une langue dialectale. Les poètes concrets viennois l'ont fait, mais aussi une poétesse basque, Blanca Calparsoro, dont je vous montre un poème daté de 1965-1966. Mon père s'inscrivait dans un mouvement dépassant largement les frontières de la Picardie. Picpou.
Alors, beaucoup connaissent Picboo, certains d'entre vous le connaissent. J'ai choisi là une photo. Picboo a été utilisé non seulement en tant que poème et non seulement dans des livres, mais aussi exposé, agrandi, mis sous verre, etc. Et là, il a été exposé dans un bourg en Bretagne, ça se voit à la pierre qui est utilisée, et il y avait plusieurs poèmes de la poésie nouvelle, de la poésie expérimentale, qui étaient exposés à l'intérieur de ce bourg. Je suis spécialiste avec ça. Qui étaient exposés à l'intérieur de ce bourg. Donc j'ai préféré, si vous voulez voir le poème vraiment, on le trouve sur Internet sans aucune difficulté. Il est facilement repérable. Donc Picboo est le poème le plus connu et le plus reproduit d'aux yeux. On y lit pic et toutes les composantes de pic, pic-a, beau, bout, épêche, épec, piveur, etc. Tous ces mots sont inscrits dans un cercle. Un poème nettement imitatif, à la fois sur le plan sonore et visuel, écrivit Ivash Vavar à mon père, qui lui répondit « Bien sûr, le poète crée par la langue, mais il est aussi créé par elle, car les noms picards d'oiseaux sont souvent des onomatopées déguisées qui, en quelque sorte, disent déjà leur propre poème. » Je vais vous montrer après. Le 30 janvier 71, mon père écrit au rédacteur en chef du Figaro littéraire. Monsieur le rédacteur en chef, je me permets de vous écrire au sujet d'un article paru dans le Figaro littéraire du 19 janvier 71, où je suis citée, et où l'un de mes poèmes spatialistes a été reproduit tellement fragmenté et déformé qu'il en est méconnaissable. Je passe sur le ton de l'article. Il plaît sans aucun doute à une partie de votre clientèle. Je vous demande de republier dans sa véritable forme le poème. La publication d'un texte à ce point déformé et transformé me semblant non seulement inadmissible, mais malhonnête. Il s'agit d'autre part, ce qui n'est nullement mentionné dans l'article, d'un poème spatial en picard, composé d'une variation de mots qui désigne le pic vert dans les différents villages de la région. En fait, le journaliste du Figaro avait supprimé le cercle, avait supprimé tous les intervalles et avait mis à la suite tous les mots. Voilà. Donc, manifestement, non seulement on n'avait rien compris, mais voulait vraiment enfoncer à la fois le poème et probablement la langue picarde avec, qu'il ne comprenait pas. Je vous montre deux autres poèmes extraits de la série. Tourterelle et Glagne. Voilà. Alors moi, je les ai entendus dits par Jean-Luc Vigneux. J'avais vraiment adoré. Je trouve qu'il a incroyablement bien senti le côté sonore de ces poèmes. Et Jean-Luc est là. Et tout à l'heure, je ne l'avais pas prévenu. Tout à l'heure, je lui ai demandé s'il voulait bien lire ces poèmes, dire ces poèmes. Je te laisse la parole, Jean-Luc. Voilà. Merci, Violette. Alors, ça va être difficile pour le premier, parce qu'il faut que je lise là-bas. Et comme j'ai l'habitude de le dire, j'ai de beaux yeux, mais une mauvaise vue. Ce qui est... non, mais que je descende ou pas, ça ne va pas changer grand-chose. Tourterelle, bon, tout le monde sait ce que c'est qu'une tourterelle, hein. Donc c'est le mot picard le plus communément admis. Tourterelle. Tourterelle. Ta-ta-ta-ta-elle. Ta-ta-ta-ta. J'arrive pas à lire. Là, je vois pas. Franchement, je vois pas, je vais faire du gâchis. Bon, bah, c'est pas grave. Va là-bas, sur son écran. C'est en petit sur mon écran. Peut-être sur ton écran. C'est en petit sur mon écran, tu ne vas pas voir plus. Je l'ai pas pris celui-là. On va essayer avec l'indulgence du jury. Hein. Je vais pas mettre. Trop bon. Allez, je recommence, j'essaye. Tourterelle. Tourterelle. Ta-ta-ta-ta-elle. Tourterelle. Tourterelle. Tourterelle.
la, elle, trel, tr, trel, heurtrel, trel, heurtrel, tertrel, trel, Là, tu peux le lire, hein, puisque... Ah là, ça va être normalement plus simple. Parce que je sais encore lire. Alors, ce que vient de dire, voilà, c'est ça, Violette, par rapport aux langues avec un S, le picard a ses variations. Donc, comme ça a été le cas dans Picboo, que vous pourrez voir sur Internet, la poule, la femelle du coq, hein, la poule, eh bien, pour lui, c'est un glen, mais pour beaucoup d'autres gens, et les gens de la Viennoise, c'est un glagne, etc. Poule. Glande, glen, glagne, glane, glen, glagne, glane, glane, glogne, glogne, glane, glen, glane, glagne, glagne, glane, glogne, glane, 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 glagne, glogne, 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 glande, glande, glane, glen, glagne, glande, glande, glane. Dimanche le dernier. Ah! Codaqueuse. Bah oui. C'était ça. Non, mais je t'ai pas prévenu, je sais. Non, en plus. Merci. De rien. Voilà, je passe à Futura 18, 6 autres concrètes à la Picardie. Bon, je m'excuse, c'est une photo que j'ai prise lors d'une exposition. Elle n'est pas très claire. En revanche, j'ai apporté le texte. Donc, Futura. Le nom est emprunté à une police de caractères géométriques conçue entre 1924 et 1927, un caractère aux lignes claires et épurées, empreint des idéaux modernistes du Bauhaus. La série Futura perdura de 1956 à 1968. Elle fut conçue par le poète concret, éditeur, typographe et imprimeur Hans-Jörg Mayr, qui l'a dédié à la littérature expérimentale et qui était au graphisme et à la typographie. Chaque numéro était édité en 26 exemplaires sur une feuille de 48 par 64. Alors, je vais vous la déplier. Donc sur une feuille de 48 par 64, imprimée à l'encre noire sur papier blanc cassé et sur une seule face pour faciliter son accrochage dans les expositions et se repliant comme une carte routière. Vous avez vu comment je les déplie. Tous les numéros de Futura sont faits sur le même principe. Dépliée, la feuille apparaît divisée en 8 volets, matérialisés par les plis. Les 6 volets de la partie droite sont occupés par la contribution de l'artiste. Les 2 situés à gauche comportent le titre de la revue, le numéro de livraison, les mentions d'auteur, de titre, d'édition et d'année, et dans le volet inférieur, les indications bio et bibliographiques. Lorsque la feuille est pliée, ces 2 volets font office de page de couverture. Comme vous pouvez le voir, pour les germanistes, il n'est pas tenu compte de l'emploi de la majuscule en principe de rigueur en allemand pour les noms. Tout est écrit en minuscules, une pratique courante après la Seconde Guerre mondiale chez nombre d'auteurs allemands. Dans une lettre d'octobre 1966, Hans-Jörg Mayr demande à mon père où il en est de son travail pour un numéro de Futura, qu'il aimerait publier en 1967. Mon père lui envoie 6 autres concrètes à la Picardie, l'éditeur a fait une faute, mais c'est pas grave, qui l'accompagne d'un texte qu'a traduit ma mère. Le voici. Ces textes sont composés uniquement avec des noms de lieux-dits cadastraux de Picardie. Voir à ce sujet le corpus de mon ami, l'éminent dialectologue René Debrie. Il y a dans les lieux-dits, comme d'ailleurs dans les idiomes de toutes les provinces, comme dans les noms propres, les noms de métiers, des mines particulièrement riches qui peuvent être exploitées par la poésie concrète. C'est ce que j'ai voulu faire ici, comme je l'ai fait avec les poèmes spatio-picards.
Il est bon en effet de remarquer que toutes ces langues, encore paysannes, n'ont guère développé le vocabulaire abstrait, outil nécessaire à la pensée, que le français, par exemple, a commencé dès le XVIe siècle à produire et même à surproduire. Par contre, elles ont toutes un vocabulaire concret des plus riches, qu'il serait dommage de laisser mourir, alors que la poésie concrète est en mesure justement de montrer sur une ère linguistique de plus en plus étendue les propriétés poétiques de ces langues. Ce n'est pas la première fois que mon père utilise le genre de l'aude. L'aude permet de célébrer, ici, célébrer la nature, un thème cher à mon père, mais aussi la richesse expressive de la langue. Ce qui me frappe dans ces poèmes, qui sont des poèmes listes, c'est l'opposition immobile-mobile au sein des colonnes. Bois, jardin, vallée, marais, arbres, terre forment des colonnes solides. Même si pour jardin, vallée et arbres, par exemple, ces colonnes vibrent de par la verticalité de certaines lettres. Le D de jardin, les deux L de vallée, le B de arbre. Mais il n'empêche qu'elles forment assises. En revanche, leur dénomination anime, dynamisme le poète. On pense à un graphique des fréquences sonores, par exemple. Je vous montre Jehanne la Bonne Lorraine, quand le bois brûlèrent à Rouen, mot emprunté à la ballade des dames du temps jadis de François Villon. Ce poème de ma mère est extrait de Jeanne d'Arc, structure historique, publié en 67, donc au même moment. Elle a maintes fois expliqué que face aux Anglais, disposés en impitoyables colonnes, Jeanne brûle et se désintègre. Parmi les cendres linguistiques apparaissent par éclair les mots Jehanne, la bonne Lorraine, la bonne reine. Dans ce poème, comme dans les 6 autres, 2 états se rencontrent. Le peintre luxembourgeois Théo Kerg, ami de mon père depuis 1949 et qui, à la fin des années 50, s'emploie à intégrer des extraits de ses poèmes dans sa peinture, réalise en 1968, morceau tactiliste choisi, un tableau-objet à faces et phases multiples dans lequel il intègre des extraits des 6 autres concrètes à la Picardie et qui sera exposé en 1968 au musée d'art moderne de la ville de Paris. Voilà, je vous montre ça aussi parce qu'il me semble important que vous voyez combien cette poésie est loin de se cantonner sur la Picardie, mais rayonne dans d'autres arts également. Je voudrais terminer cette partie consacrée à la deuxième moitié des années 60 en vous lisant le beau poème sur la Vierge dorée de la cathédrale d'Amiens, publié à l'automne 68 dans un recueil qui s'appelle Perpetuum mobile. Vierge dorée, elle est le point du jour, légèrement déhanchée comme un arbre portant trop, ainsi l'enfant qu'elle replace sur la pesanteur la secoue, et légère, elle semble déjà montée dans les toiles partagées par la mer. Elle sera son arbre. En elle, on voit la croix souriante, une enfant presque, et qui sourit parce qu'elle ne sait encore rien de lui. Comme l'étoile écartant ses branches, Marie éloigne l'enfant sur son bras et dégage le cœur aux 5 ailes croisées qui bat entre elle et son fils. Ovale, elle sera sa barque dans la résurrection. En 1974, Marcel Hanard édite à Wattignies, dans le Nord, une série de 10 poèmes spatiaux aux yeux d'eux, qu'il publie de nouveau en 1976 dans Nord-Texte. Dans l'avant-vue de l'édition de 1976, Marcel Hanard précise « Aux yeux d'eux », le second recueil de poèmes dialectaux de Pierre Garnier, paraissait dans Nord en 1974. J'ai cru devoir rappeler la morsure de ces textes qui insultaient à la paresse trop fréquente de la littérature picarde. Voilà pourquoi, aux yeux d'eux, ressort dans la collection
Nord-texte. Les poèmes d'Osieux II sont nettement plus arides que ceux d'Osieux. Une morsure, dit Marcel Hanard. Ils s'inscrivent dans la recherche que mène mon père depuis la fin des années 60 d'une poésie minimaliste, une poésie du silence, du presque rien, juste une étincelle, qui aboutira à la publication en 78 du Jardin japonais, d'où est extrait ce poème Horizon, exposé à Liège il y a 4-5 ans. Donc là, c'est la même chose, vous voyez, c'est un poème qui est théoriquement et sur un format comme ça, enfin qui était en format 4, publié sur un format comme ça, et qui est exposé vraiment sur un mur de galerie. Toute cette poésie est facilement exposée ainsi. Osieux II est un jalon vers le Jardin japonais de 78. On le voit bien là au travers de ces deux poèmes, Ko, que je vous repasse, et Horizon. Durant cette période, les signes de ponctuation, désormais très présents, deviennent constitutifs du poème qu'il rythme. Un poème particulièrement minimaliste, n'appartenant pas à Osieux II, est publié par Marcel Hanard en 1976 dans des textes picards pour aujourd'hui. Schlazuré, L'innocent du village, un tiret, et au-dessus et en dessous de ce tiret, un O, mais en fait le O, je ne sais pas comment on l'appelle, de numéro quand il est en exposant. Un poème du vide. Je dis un poème du vide et je ne suis pas tout à fait convaincue de ce que je dis. Il est très important de voir l'impact du mot azuré, qui contient le terme de azur, à côté de l'innocent du village, qui n'a pas le même sens. De l'autre côté, le tiret, qui peut servir aussi de miroir entre les deux eaux et les deux exposants. Et donc être une forme d'explication aussi de l'azuré. Voilà. Et je vous laisse après, parce que ça c'est une des volontés de la poésie spatiale en règle générale, de laisser au lecteur la liberté d'imaginer, de rêver et de faire son propre récit et de faire son propre texte. Un journal de composition accompagne les poèmes du futur jardin japonais. Il est précieux entre autres pour saisir le rôle essentiel dévolu à la ponctuation. On peut y lire: la ponctuation est le sensible du poème. Elle est le corps du poète dans le poème. Sa respiration, la virgule, la marque de ses inflexions, le point d'interrogation, le point d'exclamation. Elle peut suspendre la lecture, inviter à la méditation, le point. Le tiret, pour sa part, à la fois sépare et lie. Rôle donc fondamental de la ponctuation auquel peu de lecteurs prêtent attention et que nombre de relecteurs changent volontiers, sans s'apercevoir qu'ils interviennent sur le corps du poète et imposent leur propre corps. Les musiciens n'auraient pas, ou plutôt plus, l'idée de changer les signes du compositeur. Ils y sont au contraire très attentifs. Quand on voit les lettres de mon père, il est très frappant de voir qu'il utilise très peu le point à la fin de ses phrases. En revanche, il utilise énormément le tiret. Et presque toujours, ce sont des tirets, et vraiment tout au bout, un point. Mais ce qui montre bien que dans la pensée, le tiret doit être absolument relié à ce qui est avant, relié à ce qui est après, et en même temps être en soi. Vraiment l'importance extrême qu'il porte à la ponctuation. Et on le retrouve dans des poèmes qui sont aussi minimalistes que cela. Mon père poursuit sa collaboration avec Marcel Hanard. Chez Cabotan paraît en 1978 dans Nord-Texte, dans l'édition bilingue français-picard. C'est Marcel Hanard qui a traduit les poèmes en picard de Tournai. J'ai évoqué le recueil dans ce théâtre lors de mon discours de remerciement à l'Académie. Je veux aujourd'hui m'attarder sur quelques lettres d'Anne et Mario Hanard que j'ai retrouvées. En 1976, mon père envisage la publication d'un livre bilingue de poèmes sur les cabotans. Il contacte Marcel Hanard qui se dit intéressé. Mon père demande à Cécile Crimet, lauréat du prix Édouard David 72, de traduire ses poèmes en picard. Ce sera en picard de l'Amiénois.
et envoie le tout, poèmes en français picard et poèmes en picard de l'Amiénois, à Marcel Hanard, qui lui répond. Et sa lettre me semble particulièrement intéressante car elle aborde, comme il le dit, l'épineuse question de la graphie en picard. Il est souhaitable, ou plutôt indispensable, de faire enregistrer sur cassette le texte des Cabotans par Cécile Crimet. Ceci essentiellement pour, comme toujours, la question des graphies. Nous risquons d'avoir à nouveau les ballons à dos, avec comme conséquence, par exemple, une diminution ou une suppression de nos pauvres subsides. Aurais-tu donc l'extrême gentillesse de lui faire dire chaque paragraphe lentement, non pas comme si elle récitait devant un public, mais pour des raisons d'ordre purement technique. Finalement, Marcel Hanard décidera pour l'édition de traduire lui-même les poèmes en picard de Tournai. Je signale que les Cabotans vont reparaître à l'automne. C'est l'éditeur de mon père qui les fait reparaître, et que c'est Jean-Luc Vigneux qui en a écrit une nouvelle version en picard. Ça fait donc... j'ai encore la version de Cécile Crimet, il y a donc une version en français et 3 versions en picard. Voilà. Ivar Bavard publiera en 89, dans le cadre de sa collection d'inventions de la Picardie, Pierre Garnier, Picardie, une chronique, une publication trop oubliée, dans laquelle on trouve quelques extraits de chez Cabotan en français, mais aussi en parler de Tournai, en parler de l'Amiénois, et en picard, comme le dit Ivar Bavard, en picard composite. Donc là, c'est un extrait du poème « Nous allions au théâtre ». Alors moi, je ne suis pas capable, je suis vraiment ignorante complète des graphies en picard, mais peut-être que tout à l'heure, il y a quelqu'un qui voudra bien raconter ou expliquer plutôt les différences de graphie. Je signale que dans ce livre, Pierre Ivar avait demandé à ma mère de faire des poèmes spécialement pour ce livre, ce qu'elle a fait. Et c'était très rare en Picardie que quelqu'un se préoccupe du travail de ma mère à cette époque. Donc c'est pour ça que je tiens à le souligner. Pierre a toujours été très attentif également au travail de ma mère. En 1974 a lieu, à l'initiative de l'écrivain et poète dialectal autrichien Hans Heydt, la première conférence internationale sur la littérature picarde, dialectale. Sont invités, entre beaucoup d'autres, l'Alsacien André Weckmann, le Luxembourgeois Fernand Hoffmann et mon père. Je ne peux vous dire par quel canal mon père fut invité, mais son réseau de relations, en particulier en Allemagne et en Autriche, était important et loin de ne couvrir que le domaine de la poésie expérimentale. En 1976, lors des Journées internationales du dialecte auxquelles mon père assiste et qui se déroulent à Krems en Autriche, l'Institut dialectal international est fondé, avec pour siège social Vienne en Autriche. Les objectifs fixés sont être centre international et interdisciplinaire de recherche et de documentation sur les dialectes, la littérature dialectale et les langues minoritaires, voire marginales, le jargon, l'argot, le slang. Enregistrer et promouvoir de nouvelles tendances dans la littérature dialectale, minoritaire et régionale. En 1978, les Journées internationales du dialecte se déroulent à Rothenburg en Allemagne. Mon père devient président. Il prononce un discours que malheureusement je n'ai pu trouver, intitulé « Ce que signifie être picard », en tenant compte, entre autres, de la poésie bien connue de De Gaulle. Je dois dire que j'aurais vraiment aimé trouver ce discours. Il n'est ni dans les archives, ni dans aucune archive que mon père a pu donner. J'ai écrit en Allemagne et en Autriche. J'ai trouvé des traces à l'université d'Innsbruck de courriers de mon père. L'université d'Innsbruck n'a jamais prétendu me les envoyer. J'ai demandé ça en novembre et depuis novembre, je n'arrive absolument pas à les obtenir. Mon père renonce à la présidence en 1980. L'année est difficile, décès de mon grand-père et lourde intervention chirurgicale de ma mère. Mais il n'abandonne pas l'IDI. Il en sera membre encore dans les années 90. Il est à Strasbourg en 82 pour le symposium Langue et pouvoir, où il prononce un discours dont il reste une partie. En voici des extraits.
En Picardie, une nouvelle vague de jeunes écrivains avait semblé l'emporter aux environs et après mai 1968. On s'occupait beaucoup et à tous les échelons de la langue régionale picarde. On s'affairait à relier les îles, parfois minuscules, et l'archipel linguistique picard. Il y avait des associations, des revues, des spectacles, des théoriciens, des linguistes, des poètes, des chanteurs. Et de ce bouillonnement d'idées et d'œuvres, il reste aujourd'hui peu de choses. Nous sommes en 82. En tout cas, on ne peut plus prévoir, comme voici encore quelques années, une renaissance de la langue et de la littérature picarde. Tout est à nouveau indécis. Flou comme le pays picard qui n'a jamais eu de frontières sûres, à l'ère linguistique minée depuis des siècles et des siècles par le français, ou plutôt à l'origine par le francien. La Picardie est par excellence dans le temps et dans l'espace, dans ses ciels changeants et dans sa lumière, le pays indécis. Longtemps, les discussions ont porté sur ce point. L'écrivain doit-il utiliser la langue ou fabriquer sa langue? Les positions prises ont parfois été tranchées. Souvent, les jeunes auteurs se sont contentés de demi-mesures. Je pense que l'écrivain n'est pas un linguiste, qu'il n'a pas à tenir compte de certains accents, de certaines formes linguistiques des cantons. Il convient que l'auteur se fasse une langue propre, qu'il ne s'enferme pas comme les écrivains patoisants dans les limites de son village, qu'il n'hésite surtout pas devant l'invention linguistique ou même l'artificiel. Ni Racine ni Mallarmé n'écrivent le français tel qu'on le parle. Il se doit d'inventer son langage à partir de la langue commune, et non de se conformer à cette langue commune. Mistral invente le provençal, Geselle le flamand, Lisowski la langue de la Chine. À un certain niveau, et c'est le cas de la langue picarde, il convient de s'emparer des éléments dispersés et disparates du parler, de les organiser en une langue esthétiquement valable, d'en faire une œuvre aussi haute, aussi évidente que possible. En 83, dans la préface des Annales, il insiste sur la connivence qui exista dès le début entre la poésie dialectale et la poésie expérimentale en Allemagne et en Autriche. Il parle de poésie d'émancipation, de résistance et de revendication, d'affirmation de la personne et de sa liberté, d'ouvert et de liberté de création. Il convient de resituer ces textes. À la fin des années 70, mon père s'est éloigné des Clitras et resserre ses liens avec nombre d'amis de la poésie expérimentale des années 60, car celle-ci vit un nouveau souffle. Je dois dire que durant les décennies qui vont suivre, publications, expositions, colloques, rencontres se multiplient. Mon père se sent de nouveau porté par une dynamique internationale et novatrice, et son activité est intense. Ce sont aussi à nouveau des années de grands voyages, aux États-Unis, au Canada, en Afrique, où il se rend à plusieurs reprises, dans les pays scandinaves, en Lituanie, etc. La Picardie semble loin de ses préoccupations. Mais l'âge venant, il se retourne et jette un regard derrière lui. Il réalise en 1994 pour Rémi Pénard. Alors là, ça va être un peu plus compliqué parce que c'est un livre d'artiste qui est vraiment difficile à prendre en photo. Donc je l'ai apporté. J'ai aussi 2 photos pour ce livre d'artiste. Mais je préfère aussi le montrer. Voilà. Et il est compliqué aussi à prendre en photo parce qu'il est au-delà d'un A4 et vous allez très vite comprendre. Donc il réalise pour Rémi Pénard, un artiste du Mail Art et éditeur de livres d'artistes, le Portfolio, Notre-Dame d'Amiens, poème visuel. Notre-Dame d'Amiens est un livre-objet, invitant à une promenade dans la cathédrale. Je vais vous montrer. On va d'un vitrail à un diptyque, puis à un tableau d'autel, avant de regarder un livre d'heures, un triptyque, un second triptyque, et enfin un nouveau diptyque. Une déambulation qui se conclut sur le parvis de la cathédrale,
Où attend Rémi Pénard, l'éditeur, observant une feuille de châtaignier qui s'y est égarée. Les poèmes visuels sont des poèmes figure-mots, selon la manière de mon père depuis les années 80, des poèmes dans lesquels il cherche à ce qu'un dialogue, une conversation s'établisse entre une figure, une formule chimique ou mathématique et un mot ou un ensemble de mots. Figure et mots peuvent se renforcer l'un l'autre ou au contraire former contraste. Entre dans cette conversation le papier choisi, canson, Vinci épais et opaque, papier transparent de teintes diverses, l'emploi ou non de la couleur, les techniques utilisées. Le portfolio s'ouvre sur la face de Dieu. Alors là, je vais essayer de vous le montrer. Aucun photographe n'a voulu me le prendre. Mot écrit à la main sur une feuille de papier cartonné dans laquelle est découpé le zigzag d'un éclair. Apparaît derrière cette ouverture étroite le rouge d'une feuille de papier transparent. Lorsque l'on tient la verticale dans la lumière, ces deux feuilles superposées, l'impression de vitrail s'impose. J'évoque à nouveau le nom de Theo Kerg, dont mon père admirait particulièrement les murs de lumière, écrivant « Transpercement de l'opacité, pénétration de la lumière spirituelle ». Quant à la figure de l'éclair, elle rappelle le Christ tel un jugement tonnant, peint par Michel-Ange en Jugement dernier qui orne le mur de l'autel de la chapelle Sixtine, bien connu de mon père. Si la face de Dieu ne peut être vue, l'éclair peut la signifier. Voilà, impossible pour un photographe de prendre ça, sauf peut-être de loin si on tient le papier, mais voilà. Ce premier poème est suivi d'un diptyque qui est fait de l'éternel avec un arc roman, de la feuille bleue entre deux qui est couleur de la Vierge et de l'éternel au masculin en forme gothique avec un arc brisé. Alors je vais plutôt parler de l'éternel 2LE avec un arc roman. Le titre même de l'éternel 2LE rappelle bien évidemment l'éternel féminin de Goethe. C'est une évidence dans la tête de mon père qui termine le deuxième, qui est la fin, qui termine le deuxième Faust, et où mon père écrit, là je vais vous le donner dans sa propre traduction, l'éternel féminin nous tire vers les hauteurs. Mais l'arc roman, cette phrase dans Une mort toujours enceinte, 1936, bout des prés, les chiens, les chèvres, il manque sur la photo ces boulonnais blancs, grands comme des porches romans, sur qui je me balançais, acquérant un rythme qui est encore celui de mes poèmes. Vu dans Chronique des paysages picards, publié en 2008, un arc en plein cintre accompagné de un gvou, un cheval. J'aime aussi cette phrase « Je sentais en caressant mon chien les rapports de la tendresse à l'espace court ». Je vous cite tout ça parce que derrière toute cette poésie spatiale, il n'y a jamais une explication. Il y a toute une série de choses qui sont dans sa propre culture à lui, mais qui peuvent être dans la vôtre, dans la culture de quelqu'un. Le tout, c'est de ne pas rester bloqué en disant « je n'y vois rien ». Je n'arrive pas. Et en réalité, de se laisser guider dans sa mémoire par ce que toutes ces choses peuvent évoquer et qui vont là aussi construire une histoire. Troisième, ça je peux vous le montrer, je l'avais montré d'ailleurs lors de mon discours, la Vierge Marie. Donc une feuille de papier canson jaune, un chiffre 2 sculptural dessiné à l'aide d'un crayon or, les mots la Vierge Marie au feutre noir. On peut penser évidemment au texte sur la Vierge dorée que je vous ai lu tout à l'heure. Mais mon père en fait une explication de ce poème. Si je dessine un 2
Et si je lui donne pour titre Marie, je vois que le 2, avec toutes les connotations que cela implique, prend instantanément la silhouette de la Vierge agenouillée. Le 2 impliquant en outre qu'elle est enceinte. La poésie réside dans ce transport d'un chiffre à une figure. Je peux aller plus loin et dessiner un rectangle coupé en 2 parties inégales. Si j'écris au-dessous « Annonciation », le lecteur verra ipso facto l'ange et la Vierge, car les annonciations ont traditionnellement ce cadre divisé inégalement. Dans ce cadre, je peux inscrire un 1 et un 2, et alors multiplier les connotations poétiques. Le 1 et le 2, l'ange et Marie, se répandant alors chez le lecteur en écho et reflet, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, et de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Suit un livre d'heures. Alors là, vous pouvez le voir. Voilà. Le livre de l'Ouest et le livre de l'Est. Le livre de l'Est sur Quand son mi-teinte rouge, le lever du soleil, et le livre de l'Ouest sur feuille cartonnée crème, le coucher du soleil. Ce texte sur la baie de Somme, extrait de l'Alouette, une litanie picarde. Le matin, le soleil au levant est au fond de la baie. Dans les flaques, on voit la résurrection. Le soir, le soleil plein ouest peint la crucifixion. On remarque d'emblée, tels des rayons, les fines lamelles d'écriture collées. Importance de l'écriture qui institue et transmet la parole. Direction les 2 triptyques. L'un coloré, c'est celui que vous avez, l'autre en noir et blanc. Alors coloré, vous avez le devant, et à l'arrière du triptyque, il y a Saint-Sébastien, Saint-Christophe et Saint-Martin. La croix est omniprésente dans l'œuvre de mon père, sous forme de croix latine, de croix oblique de Saint-André, de croisée de fenêtres. Une des variantes de la croix les plus récurrentes dans son œuvre, je vous montre la couverture de 1916, bataille de la Somme, avec écrit « La croix s'est faite fenêtre ». Une fenêtre qui d'ailleurs ne donne sur rien. Ou encore de croix amimétiques, tel le losange que vous avez là, inspiré des croix latentes ou dissimulées, comme les mâts de navire. Je vous donne juste quelques pistes de lecture, parce que on peut lire de multiples choses. Il est question dans ce premier triptyque de transfiguration. Mon père évoque à de multiples reprises les échos et reflets qui se trouvent dans sa poésie. On les trouve au sein d'une même œuvre, comme dans ce triptyque. Ils permettent une explication du volet consacré à la messe, sur lequel figurent des montagnes dans un rectangle. Le Christ, vous savez bien, s'est rendu sur une haute montagne avec Pierre, Jacques et Jean. Il y fut transfiguré devant eux, changea d'apparence, révélant sa nature divine. Mais on trouve aussi dans l'offrande à Notre-Dame d'Amiens ce texte. Lan, Beauvais, Noyon, Saint-Martin-au-Bois, Amiens, Saint-Riquier, Rue, Lanneville, Maillé-Maillé, la Picardie est pays de haute montagne. Je reviens au losange très étiré. Il peut symboliser l'échange entre le ciel et la terre, ou les 2 natures du Christ. Croix amimétique, il évoque la crucifixion. Les anges, chacun le sait, délivrent au tombeau le message de la résurrection du Christ. Le vin est symbole du sacrifice du Christ pour l'humanité. Transfiguration, crucifixion, résurrection. Des moments essentiels de la religion chrétienne. Le pain, on le trouvera plus tard dans la promenade. Donc vous avez le losange et en dessous les anges portent le vin. Là c'est un exemple vraiment typique où on voit que le texte et la figure se complètent ou se renvoient vers d'autres choses, mais ne sont pas des choses
il n'y a pas de mimétisme, en tout cas, entre le texte et puis la figure. Dernier triptyque, deuxième triptyque, alors là je ne l'ai pas pris, je ne l'ai pas en photo, la cathédrale. Donc on a la cathédrale sous la neige, la cathédrale et le marché sur l'eau, la barque, un rocher au bord de la mer, Adam et Ève. La barque, c'est ce qu'il y a de plus facile à analyser. Donc un hymne, le triptyque est un hymne à l'eau, à la Somme et aux ortillons, mais aussi une méditation sur la mort. La barque, ces mots sont accompagnés d'une ligne noire traversant horizontalement l'espace. On pense naturellement à la Somme, ce fil tendu entre sa source et la mer, sinueux parfois, ajoute mon père, mais c'est la vie. La barque peut être aussi barque des morts. Alors la ligne noire horizontale devient l'ultima linea mea. Au volet droit, un crâne, motif qui apparaît dans la poésie de mon père après ses séjours à Malindi au Kenya. Crâne du Golgotha, écho de la crucifixion, mais présence d'Ève, Marie. Je n'oublie pas les formules chimiques, un rocher au bord de la mer, je cite ce poème, on entend dans l'eau une messe chantée, là-bas sur le rocher un cormoran, seul comme le Christ. L'ensemble se termine par un diptyque comprenant le couronnement de la Vierge et le pain nouveau-né. Ici, en l'occurrence, la miche de pain levé et non le parasime. Mon père connaissait ce texte de Paul aux Corinthiens. Purifiez-vous donc des vieux ferments et vous serez une pâte nouvelle. Mais il ne faut pas oublier la miche de pain de son oncle boulanger, dont le four était une crèche. Je vais terminer cet exposé en laissant de côté les 3 livres publiés par Ivan Schwavar ainsi que le Château de Putigny. Ils ont été largement commentés, et très bien commentés, mais sur un texte peu mentionné qui ces derniers temps a beaucoup attiré l'attention. Schlieve, publié en bilingue par Philippe Leleu dans Chronique des paysages picards, un texte, d'après ce que m'a dit Philippe, publié dans sa version picarde, tel que mon père le lui a apporté. Le picard d'un poète libre et libéré de toute contrainte. Dans Notre-Dame d'Amiens, mon père glorifiait le livre, pilier des 3 religions monothéistes. Ici, c'est l'importance du livre et de la lecture pour l'enfant que mon père met en valeur. Théoriquement, Marc Mancini devait venir le lire, mais il n'est pas disponible. J'aurais pu effectivement demander aussi à Marie-Claude de le lire, elle l'avait déjà lu. Alors là, je vous présente, parce que Sasval fait beaucoup pour mes parents, et donc sur le transfo EDF, ils ont écrit en haut le premier vers du poème. Il y a dans ce long poème de très belles images. Là, je fais juste un résumé. L'enfant prend son livre, il l'ouvre sur la table, le livre s'ébroue, les feuilles se lèvent. Le livre ouvert est un soleil. Il commence à remuer, il respire. Le livre prend l'air. Le gamin lit. Il regarde comment le poème se meut, de la source à la mer. L'écriture, ce sont des rayons. Un poème, ça rayonne. Je vous remercie. Voilà, vous pouvez, je pense que certains sont un peu étonnés de l'exposé que j'ai fait, mais je voulais absolument passer d'une poésie à une autre poésie. Ce que mon père a fait toute sa vie, quoi. Voilà. Je vous laisse maintenant poser les questions que vous voulez poser. Il faut
que quelqu'un se lance, après ça ira. Vous comprenez pourquoi il est difficile en fait à photographier, parce que le papier transparent avec la couleur joue un rôle dans le recueil. Et donc, il faudrait presque le faire en film et le tourner comme ça. Justement, dans le dernier qui a été présenté sur ces triptyques, la feuille, elle était violette. Et tu ne nous as pas dit pourquoi. Tu nous l'as dit pour le bleu, mais pas pour le violet. Non, je ne l'ai pas dit pour le violet, mais là, très honnêtement, c'est le choix de mon père et ça n'a pas à faire avec moi. Ouais. Enfin, je pense pas. Moi, je veux bien donner un avis en tous les cas. C'était quoi son rapport à la religion? Est-ce qu'il était pratiquant? Est-ce que... Enfin voilà, en gros, je pourrais affiner, mais voilà, en gros. Alors, ce qui choque certains, mais il n'était pas baptisé. La famille était, je dirais aussi, de par la mère qui venait d'un milieu social extrêmement pauvre, qui elle-même n'avait pas été baptisée. Les deux enfants n'ont pas été baptisés. Et c'est une famille qui est restée une famille longtemps plutôt orientée à gauche, c'est évident, plutôt orientée socialement. Donc il n'était pas baptisé. Il n'aimait pas particulièrement tout ce qui faisait la hiérarchie de l'Église. C'était pas dans son esprit, ça. Tout ce qui pouvait faire, oui, la hiérarchie, l'absence de la femme, voilà, comment était faite une Église catholique. Ça ne lui allait pas. En revanche, il savait, ma mère aussi d'ailleurs, je vais dire quelque chose après, il savait que il était impossible de comprendre toute la poésie occidentale, de regarder toute la peinture et tout l'art d'Occident, si on n'avait pas une très bonne connaissance de la Bible. Non seulement de la Bible, mais des textes en général, et des mystiques qu'il avait beaucoup lus, qu'il avait franchement beaucoup lus. Ça, pour lui, c'était une règle absolument générale, impossible de comprendre la littérature, ni l'art, vraiment sans une parfaite connaissance. Et il avait vraiment une parfaite connaissance de la Bible, des textes mystiques, et je pense une connaissance bien plus grande que beaucoup de catholiques. Ma mère, elle, était protestante. Elle venait d'Allemagne, une région plutôt protestante. Vous savez qu'en Allemagne, en général, les gens avaient la religion du prince ou du duc, etc. Si le prince ou le duc était catholique, les gens étaient catholiques, si c'était protestant, voilà. La région dont elle vient, c'était une région protestante. Elle était protestante. Elle avait, avec la Seconde Guerre mondiale, elle avait perdu la foi, mais elle aussi avait une énorme connaissance de la Bible. Et ce qui était pour moi toujours un peu étonnant, c'est que elle n'était pas musicienne, mais à partir de la religion protestante, à partir des chœurs protestants, elle avait une très bonne connaissance de la théorie musicale. C'est elle, par exemple, qui m'a appris à transposer. C'est pas du tout le conservatoire qui m'a appris à transposer. C'est elle qui m'a appris à transposer de façon très simple et très claire et très nette, qu'elle avait appris au chœur protestant. Donc elle-même avait vraiment cette connaissance. Et moi, je les ai vus très souvent tous les deux, l'un prenant, mon père avait évidemment la Bible catholique qu'il avait achetée, ma mère avait sa Bible protestante, et comparer les traductions de l'une et de l'autre. Et discuter des traductions de l'une et de l'autre. Et donc, c'est vrai qu'ils avaient vraiment
une très grande connaissance et un très grand intérêt. Ça, c'est quelque chose aussi qui les captivait, de voir comment Luther avait traduit de son côté et comment la Bible avait été traduite du côté catholique. Donc, c'est vrai que la religion chrétienne est très, très présente dans l'œuvre de mon père. Vraiment très présente. Il aimait dedans aussi ce qui, par certains côtés, je m'excuse si je vais en choquer certains, mais ce qui, par certains côtés, rapprochait du communisme, c'est-à-dire la fraternité, l'humanisme, complètement dévoyé ensuite du côté du communisme, mais qui était là dans les débuts. Et c'était cet aspect-là qui l'intéressait le plus, en fait, dans le christianisme. Vraiment une religion de la fraternité et une religion de l'autre, du respect de l'autre, de la connaissance de l'autre. Voilà. Donc pas du tout le côté, étatique par certains côtés. Institutionnel, voilà, merci. Merci. Pas du tout le côté institutionnel, mais vraiment les textes. Et il y a encore à la maison les textes des mystiques qui étaient là. Il a lu la Kabbale aussi. C'est-à-dire, en fait, tous ces textes-là l'intéressaient beaucoup. Et on le retrouve tout le temps. Donc, en fait, dans Notre-Dame d'Amiens, il y a énormément de correspondances, énormément d'échos, mais parce que lui a telle phrase de la Bible dans la tête, plus autre chose qui croise. Et on ne peut pas les regarder en disant « il ne veut rien dire ». Au contraire, c'est extrêmement riche. J'ai répondu à la question. Oh, oui, c'est très intéressant. Les Bibles, vous entendez l'Ancien ou le Nouveau Testament ou les deux? Parce que là, Les deux. On a l'impression, c'est pareil du communisme, on va plutôt sur le Nouveau Oui, Testament. ça c'est le Nouveau Testament. Oui. Mais en fait, il s'intéressait absolument aux deux, ma mère aussi aux deux, vraiment à l'ensemble de la Bible, oui. Parce qu'il y a la purification. N'oubliez pas la purification avant le Christ. C'est avec les sacrifices, les animaux. Oui. Oui, après, oui, non. Oui. Non, et des textes comme la Genèse, il les connaissait très bien, etc. Oui. Non, c'était... Oui. Non, les deux. Oui. Puisqu'on est au théâtre de Cabotan, le rapport dans la traduction, quand je me suis attelé à la traduction l'année dernière, de la transposition en tout cas, la place de la croix sur laquelle tu as insisté, enfin tu as montré, ou du nombre de croix, ou d'une fenêtre qui présente une croix, et dans la marionnette picarde, absolument, la tringle de la marionnette qui est une croix, oui. Et donc c'est en prolongement à ta réponse en fait, c'est pas une question en soi, c'est quelque chose qui apparaît quand ça sera republié à l'automne. J'invite tout le monde à lire le texte attentivement à ce niveau-là, parce qu'il y a des rapports entre la vie, la mort, le regard vers son enfance, le point de départ de Cabotan, c'est si je le fais très simple, c'est quand j'étais petit, l'hiver, on est allé voir. Alors, en traduisant, je me suis dit, mais oui, mais c'est pas ici qu'il est venu, c'est pas dans ce théâtre-ci, c'est dans le quartier quelque part, là, l'hiver, la neige, et donc les ombres qui se fondent, et c'est la croix, et donc un aspect religieux, puisqu'on est à Noël, et donc il y a la nativité, il y a toute une ambiance qui n'est pas en soi religieuse, mais qui est plus mystique. Oui, qui est mystique, oui. Il emploie souvent le terme de Krippenspiel, plutôt que le terme de nativité. Il emploie plutôt le terme allemand, parce que le terme de Krippenspiel, il y a Krippen dedans et qui est la crèche. Et donc c'est un terme pour lui qui est plus parlant. J'ai été très intriguée parce que vous avez dit du souci de Pierre pour la ponctuation. C'est une révélation pour moi, qui aime beaucoup le poète Apollinaire, qui a supprimé la ponctuation. Vous pourriez me dire, repréciser pour quelles raisons il était si attaché à la ponctuation? Alors, il peut y avoir plusieurs raisons dedans. Il peut y avoir
le fait que dans ses jeunes années, à un moment donné, on lui ait changé, comme beaucoup de lecteurs le font presque automatiquement, et persuadés de leur science, changer les virgules, etc. Et ça l'a dérangé beaucoup parce que, en réalité, lui savait quand il mettait une virgule et pourquoi il la mettait, et il savait pourquoi il mettait un point d'interrogation, un point d'exclamation, etc. Et il avait vraiment conscience que c'était lui qui le faisait et que la personne qui intervenait sur son texte, en fait, n'avait pas le droit d'intervenir sur son texte. Ça, c'est une première raison. La deuxième raison vient peut-être de la littérature allemande. Parce que dès l'après-guerre, pratiquement 47-48, les Allemands, enfin, quand même une bonne partie des auteurs allemands, en réaction au nazisme, ont, vous l'avez vu tout à l'heure, supprimé les majuscules, parce que les majuscules représentaient en réalité une forme d'autorité, une forme de hiérarchie. Et donc, les auteurs allemands ont voulu supprimer les majuscules pour le faire. Ils ont même supprimé la majuscule après le point, voilà, où tout était en minuscule. Et puis certains ont peu à peu supprimé même carrément la ponctuation, en faisant des phrases très longues mais sans aucune ponctuation. Donc pas de ponctuation, pas de majuscule, un tout petit peu d'habitude, on arrive à les lire bien, mais voilà. Mon père ne voulait pas supprimer la ponctuation. Même dans la poésie spatiale, en réalité, il n'était pas d'accord avec une poésie expérimentale, trop mécanique, trop technique. Parce que c'était quelqu'un... Le corps, l'intervention du corps du poète était pour lui extrêmement importante. Donc le corps venant dans les virgules, dans tout ça, c'était important pour lui de les maintenir. Quand je dis le corps était très important, on le voit par exemple dans les premiers textes qu'il a pu faire à la machine à écrire, où la façon dont il tape les touches de la machine, la force, la vitesse, etc., joue un rôle considérable. C'est-à-dire, lui joue un rôle considérable là-dedans. Il n'a plus son écriture à la main, mais il a l'écriture de son corps dedans. Voilà. Je crois qu'il y a ça. Peut-être plus simplement, parce que la ponctuation, c'est le souffle, finalement, oui. C'est de l'oralité. On sait très bien que lorsqu'on lit un texte oralement, la ponctuation nous conduit et nous réintroduit justement l'oralité. Oui, et parfois d'ailleurs, quand on lit un texte, on peut rechanger la ponctuation, parce que elle a pu être faite assez automatiquement, et quand on lit, on se dit, c'est pas ma respiration. Oui. Hein, ça arrive. Oui, une anecdote, André Gide avait des conflits avec son éditeur parce qu'il modifiait sa ponctuation, estimant qu'elle n'était pas normale. Bien. Et André Gide protestait. Il voulait qu'on rétablisse sa ponctuation, c'est-à-dire son souffle, ce qu'il y avait lui introduit de personnel dans son texte. J'ai entendu Christiane Taubira une fois à la radio dire qu'elle avait interdit absolument qu'on change sa ponctuation, que personne n'avait le droit d'intervenir sur son corps. Oui, son corps. Je citais une anecdote parce qu'il se trouve qu'au début des années 80, à Schlangeron, on avait le même imprimeur qu'Equitra, qui était dans le quartier Saint-Roch. Oui. Et je discutais avec l'imprimeur, le patron, et puis Equitra avait publié des textes de Pierre dans un recueil que je n'avais pas vu. Et il était, l'imprimeur, horrifié. Il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas le travail qu'on lui demandait de faire. C'était pas dans sa logique, c'était pas dans sa métrique, c'était pas... Voilà. Et donc, moi, je l'ai laissé dire, c'était son affaire, mais c'était assez surprenant, en fin de compte, que l'aspect technique qu'on attend d'un imprimeur, au début des années 80, il peut encore y avoir c'est de l'offset, il peut encore y avoir des petites taches d'encre qui viennent se mettre là où il ne faut pas. Et Pierre passait, m'a-t-il dit, passer voir les épreuves avant de valider. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui agaçait profondément l'imprimeur, parce qu'il a eu le sentiment qu'il était mis
en doute au niveau de ses compétences et lui-même ne comprenait pas très bien ce qu'on lui demandait de faire. Je ne sais pas si leur collaboration est allée plus loin, ça je ne sais pas. Mais je crois que encore dans les années 70, si je ne me trompe pas. Alors ça c'est début des années 80, Oui, peut-être. donc encore, oui, c'est ça. Oui, non, je ne suis pas étonnée. Oui, si je peux me permettre, je pense d'ailleurs que la ponctuation, c'est ce qui apparente la production littéraire et poétique à la musique. Bien sûr. Bien sûr, c'est évident. Quand j'ai dit à un moment donné, aucun musicien à l'heure actuelle n'aurait l'idée de changer ni le phrasé, ni les signes, ni quoi que ce soit d'un compositeur, ça s'est fait. Hein. Parce que quand on regarde des partitions du 19e siècle, ils ne se sont pas gênés pour changer, mais vraiment, on retrouve même des partitions du 19e siècle où ils disent « Ah non, là, il y a un dièse, mais il a dû se tromper. » Et qu'on en fait. Voilà. Il y a eu c'est à partir des années 60 vraiment que le respect du texte en musique a été, les musiciens ont été très attentifs, et à partir de ce moment-là, c'était fini, c'était le texte tel qu'écrit par le compositeur qui régissait en fait. Il n'y a pas si longtemps d'ailleurs que les interprètes et chefs d'orchestre réintroduisent de façon consciente et appuyée les silences. Oui. Comme faisant partie de l'énoncé, quoi. Absolument. Et pendant très longtemps, les opéras étaient traduits en français. Dans les opéras allemands, Oui. on chantait en français, Oui. et non pas dans la langue originale. Oui. Oui. Et tout à l'heure, les lectures que Violette m'a demandé, j'étais un peu désarçonné quand tu m'as demandé tout à l'heure, par le fait que je n'ai pas pu les préparer pour ces questions-là. C'est-à-dire que l'été de Tortrel, là, c'est ça, la ponctuation, elle est dans la verticalité. Le texte, on pourrait presque le lire dans l'autre sens aussi. Il n'y a rien qui indique qu'il faille commencer par le haut. Hein. Non. Bien sûr. Alors que dans Glenn, bon, Oui. il y a Codaqueuse à la fin. mais qui est amplement espacé de peut-être bien 3 interlignes par rapport aux autres. Donc en fait, il n'y a aucune ponctuation, et je me suis ingénié, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, à ne pas prendre de respiration au cours de la lecture, ce qui complique un peu plus les choses. Mais c'est comment on pourrait très bien prendre une respiration après chaque passage de ligne. Ou choisir certains moments où introduire la respiration. Donc il faut, vous avez vu dans Tortrel, il y a un trou entre deux. Alors le trou, ça peut être le manque de caractère typographique, mais ça peut être aussi un espace-temps. J'ai posé la question à Jean-Luc, enfin je lui ai demandé de les lire parce que si vous en avez l'occasion, il a fait une masterclass sur mon père et il a lu ces 2 poèmes et j'ai trouvé ça vraiment très très bien. Donc si vous voulez les entendre franchement très très bien dit, il faut écouter la masterclass. C'est sur YouTube, c'est l'Agence pour le Picard qui héberge ces conférences-là. Depuis, Il y a un an et demi. Il est trop facilement sur YouTube. oui. Oui. Agence poétique. Agence poétique Picard. C'est marqué là-bas. Ah. Là. Il y a le site web. Alors, je me suis juste permise de replacer l'après-guerre parce que mes parents ne se sont pas rencontrés à Amiens. Non, mais c'est Voilà. bien, j'ai appris beaucoup de choses sur ça. Alors j'ai encore beaucoup, j'ai des livres encore à la maison, parfois en 15 exemplaires c'est trop. Donc en bas vous en trouverez, je les donne, s'il y en a qui vous intéressent, vous les prenez, il n'y a aucun souci. Donc voilà. Merci. Merci à vous. Merci.